Tout le monde connaît Howard Philip Lovecraft. Ou alors peut-être est-ce que c'est Cthulhu qui vous est familier. Écrivant en multiples facettes, Lovecraft a marqué la littérature de son empreinte. Stephen King n'est qu'un de ses nombreux héritiers. Sci Fantasy se penche aujourd'hui sur ce monstre de la littérature. Préparez votre esprit à la vérité innommable, car nous serons accompagnés de 3 experts qui ont depuis longtemps perdu la raison. Je suis Louis Brache, et vous écoutez Lorecast. Donc je suis en compagnie de Alain depuis Ségur, Armel Golm et Maxime Ledin, qui sont tous les trois des grands continuateurs, illustrateurs, traducteurs de l'œuvre de Lovecraft. Donc Alain, toi tu t'es occupé notamment de Survie en terre Lovecraftienne, qui est un projet qui te tenait à cœur, qui en gros mettait en avant l'univers de Lovecraft, si je me trompe pas. Armel, toi, tu illustres avec des crayonnés dans la collection Les Carnets de Lovecraft de Brajlon plusieurs nouvelles pour les remettre en avant. C'est des nouvelles qui sont un peu moins connues, comme le festival qui va sortir là en avril, ou encore La Cité sans nom. Mais tu as quand même illustré une très fameuse nouvelle de Lovecraft. Je pense qu'on va l'évoquer un peu plus tard. C'est celle de Dagon. Et Maxime Ledin, donc toi tu es le traducteur notamment du Cauchemar d'Innsmouth, de l'Appel de Cthulhu, dans une toute nouvelle traduction chez Brajlon. Et justement, je pense que ton point de vue peut être assez intéressant sur le travail du texte et notamment sur la construction des personnages tout au long de l'œuvre de Lovecraft. Donc ça va, je me suis pas trompé? Tout le monde, c'est correct? Absolument pas. C'est parfait. Cool. Tout est bon. Et ben justement, j'ai un sujet, je pense, qui est assez intéressant et qui se retrouve dans à peu près toutes les œuvres de Lovecraft, sauf peut-être La Contrée du rêve, mais on va y revenir un peu plus tard. On constate que dans toutes les adaptations de Lovecraft, que ça soit en film ou en jeu de rôle, en série, en pièce radiophonique, il y a toujours la question de la folie qui est prégnante dans le travail de Lovecraft. Alors, peut-être Alain, Lovecraft évoque très souvent l'indicible et la folie face à l'insondable réalité du monde. Est-ce que tu pourrais nous préciser ça, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, la folie, c'est quelque chose qui est très présente, étant donné que la plupart des héros, si ce n'est tous, de Lovecraft, finissent par devenir fous. Parce qu'ils sont confrontés à des choses qui dépassent l'entendement et qui sont inconcevables. Effectivement, Lovecraft évoque l'indicible et les profondeurs insondables, c'est le genre de termes et d'adjectifs qu'on lui associe assez facilement. Au final, c'est un peu partir du principe que ça regroupe tout ce que l'esprit humain en fait n'arrive pas à mettre en corrélation, cette folie-là. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses dans l'œuvre de Lovecraft qui dépassent l'entendement humain et qu'on pourrait regrouper sur ce qu'on appelle l'indifférence cosmique. Voilà. Et en fait, cette indifférence, c'est l'idée que l'humain est insignifiant et ce de plein de façons. Et c'est ça qui conduit en fait les héros de Lovecraft vers une folie ou différentes formes de folie. Si je peux... Vas-y, pardon Maxime, je t'en prie. J'allais te poser une question, mais vas-y, rebondis. Enfin, je parle là pas forcément en tant que traducteur, mais en tant que fou dingue de Lovecraft. Et il y a cette folie-là aussi, la folie des fans. Mais la folie chez Lovecraft, c'est ce qui est marrant, c'est qu'elle prend énormément de formes. Et il y a exactement ce que disait Alain, c'est-à-dire cette folie de la victime, c'est-à-dire la folie qui est un petit peu précisée dans le tout début de l'appel de Cthulhu, enfin dans le Incipit de l'appel de Cthulhu dit ça, c'est que tout d'un coup, si on prenait la mesure de l'intégralité de ce qu'est l'univers, de notre place insignifiante dans l'espace et le temps, voilà, cette insignifiance nous réduirait à l'état nous mettrait dans un état hagard, hébété, et nous propulserait dans un nouvel âge des ténèbres. Donc il y a cette folie-là de la victime qui effectivement apparaît chez nombre de personnages de Lovecraft. On oublie aussi assez souvent, parce que Lovecraft a de très bons méchants, et aussi la folie prédatrice. C'est-à-dire qu'il y a la folie aussi de ces personnages comme Kerwen ou comme Waite dans Le Monstre sur le Seuil, qui sont des
des personnages qui refusent de mourir. Souvent, les méchants Lovecraftiens, quand il y a des méchants humains ou proto-humains, sont des personnages humains, mais qui refusent de mourir et qui sont pris par une sorte de folie prédatrice. Et donc, il y a un petit peu cette espèce d'articulation entre la folie prédatrice de certains personnages ou de certaines entités occultes, et notamment même chez les sectes, parce que toutes les sectes que Lovecraft imagine, souvent avec un petit peu de dérision d'ailleurs, pour se moquer des religions, il leur inculque une forme de folie, parce qu'il faut quand même être assez dingue pour se mettre à sacrifier tout le monde, et ça, voilà, cette espèce de rupture avec le monde, l'Occident propre sur Louis, bien wasp, tel que Lovecraft le défend en partie. Et d'un autre côté, on a la folie, comme disait Alain, c'est des personnages qui sont enfermés. Et je pense que ça répond aussi, la folie chez Lovecraft répond à quelque chose de très très profond, son jeu de mots, chez lui, c'est-à-dire que sa mère est morte dans un hôpital psychiatrique, après une décompensation, voilà, une sorte de crise nerveuse qui a duré, elle y est restée pendant une dizaine d'années. Et elle disait voir des choses qui n'étaient pas là, vraiment comme c'est presque comme dans From Beyond, enfin de l'au-delà, la nouvelle où un personnage réussit à inventer une machine qui permet de voir des créatures. La mère de Lovecraft disait ça, elle voyait des choses glisser au bord de sa vision. Et son père lui-même, qu'on soupçonne d'être atteint de syphilis, est mort alors que Lovecraft était tout jeune, dans des accès terminaux de la syphilis, c'est-à-dire vraiment atteint de folie furieuse. Donc ça baigne Lovecraft dans sa jeunesse et dans sa vie jeune adulte, ça baigne ses écrits, et paradoxalement, Lovecraft lui-même est quelqu'un de très... Enfin, je trouve, après, voilà, pour beaucoup, mais il y a eu un mythe sur Lovecraft, comme quoi il était le reclus fou dans sa mansarde à écrire, et finalement, il était assez sain d'esprit, mais je pense qu'il a vraiment tout fait, lui, pour s'arc-bouter un petit peu sur une forme de raison, de raison, de s'accrocher à la science, etc., justement pour ne pas sombrer dans ce qu'il craignait être une folie héréditaire, celle de sa mère et celle de son père. Et d'ailleurs, la folie héréditaire réapparaît assez souvent dans ces nouvelles, comme par exemple dans Les Rats dans les murs, que j'adore, et que Armel a superbement illustré de mémoire, où le personnage, voilà, de pousser de cannibalisme qui lui revient. Donc voilà, c'est pour dire que la folie vraiment traverse un petit peu tout, et que paradoxalement, après j'arrête, excusez-moi, après paradoxalement, il y a assez peu de scènes avec des fous. On voit, les asiles sont mentionnés par moment, mais il n'y a pas aucune nouvelle qui ne prend entièrement place dans un asile, alors que c'est vraiment quelque chose qui est devenu marquant. On associe quasiment immédiatement Lovecraft à un sanatorium ou à des personnages en camisole de force. C'est quasiment un point obligatoire ou obligé des films, ou des nouvelles, ou des romans Lovecraftiens, mais pas de Lovecraft. Et alors que finalement, c'est une sorte de jeu assez étonnant dans son texte, quoi. Je vous laisse la parole, pardon, excusez-moi, j'ai été long. Non, mais au contraire, c'est vachement intéressant, parce que je trouve que ce qui... Enfin, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que dans les nouvelles de Lovecraft, nous, on suit quelqu'un qui est sain d'esprit, et après, à la fin, ou voire au tout début, c'est introduit dans la nouvelle, on a indirectement compris qu'il devient fou. Que, par exemple, ça peut être un propos rapporté, ça peut être un témoignage, ouais, ça peut être un carnet, tout à fait, ouais, un journal. Ouais, ouais. En fait, c'est ce qui fait tout le sel de ces textes. Moi, je pense que c'est ce qui fait tout l'intérêt. C'est les effets sur les gens, en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, alors ça passera par des découvertes qui peuvent être architecturales, littéraires, ce qu'on veut. Une ville, un bord de mer. Je pense par exemple à Night Ocean, que j'aime beaucoup. Mais à la fin, finalement, toutes ces découvertes mènent à la folie, parce que ça les amène à revoir intégralement la façon dont ils voyaient leur place. Soit leur place en tant qu'humains, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'en fait la Terre n'est pas juste à nous, qu'il y a des entités qui ne demandent qu'à la reprendre, la terreur cosmique, quoi. Soit effectivement, comme ce que disait Maxime, et moi c'est le point que je trouve effectivement le plus intéressant, et c'est pour ça que j'avais aimé aussi Les Rats dans les murs, c'est les personnages qui comprennent que leur place personnelle, en fait, n'est pas celle qu'ils auraient aimé avoir, qui sont ficelés, en fait, par une sorte de maléfice qui peut être familial, comme Les Rats dans les murs, et qui fait que voilà, en fait, de toute façon, ils peuvent pas échapper à ça.
Et fatalement, en fait, ça les rend fous, quoi. Et toi, Armel, comment tu arrives justement à représenter cette folie dans le dessin qui arrive lentement mais sûrement jusqu'à la conclusion de la nouvelle? Bon, je, je représente assez peu, je crois, la dégradation. Celui qui s'y prêtait le plus, c'était les rats dans les murs. Mais parce que aussi la structure du livre est très claire là-dessus. C'est-à-dire que on a quand même toute une première partie de ce texte assez long qui est quasiment que de la description architecturale. Hein, le prieuré d'Exam, qui est présenté comme une sorte de millefeuille architectural. Et puis, plus ça va, plus on descend dans les profondeurs du bâtiment, on retrouve les fondations antiques. Et ensuite, à partir de l'exploration, effectivement, des souterrains, c'est une histoire qui devient elle-même finalement plus sujette à être illustrée de façon un peu plus onirique. C'est-à-dire qu'au début, on est très factuel, on est presque sur l'histoire d'un personnage qui passe des devis pour faire une restauration d'un bâtiment délabré, et puis qui supervise les travaux, et puis à la fin, il est vraiment dans les catacombes, il marche à quatre pattes dans des trucs fongiques bizarres, avec des crânes partout, et donc naturellement, en fait, il y a de plus en plus de représentations de ces choses-là dans le bouquin, quoi. Et pour rebondir sur ça, justement, on voit clairement l'idée, ne serait-ce que dans La Cité sans nom, ou même le personnage de Randolph Carter, qui est en gros la représentation un peu littéraire de Lovecraft sur La Contrée du Rêve et dans d'autres nouvelles. C'est la question de la curiosité. Parce que tu faisais référence au fait qu'il marchait à quatre pattes dans les souterrains. On a toujours cette impression que quoi qu'il arrive, en fait, le personnage est dans un tunnel. À cause de cette curiosité, que ce soit l'archéologue ou simplement la personne lambda. Euh, Toi, Alain, dans Le Survie en Terre Lovecraftienne, on a l'impression aussi que tu as donné ce ton-là dans le livre où progressivement le lecteur, qui est en soi un personnage en lui-même, s'initie à des choses et à un moment ne peut plus faire marche arrière, quoi, comme dans les nouvelles. Oui, en effet, c'est une interprétation peut-être personnelle. Je ne sais pas si tout le monde la partage, mais c'est vrai qu'il y a cette notion, je trouve, dans la plupart des œuvres de Lovecraft, de fatalité. C'est ce que tu évoques avec le tunnel, c'est cette idée que, quoi qu'il advienne, à partir du moment où le héros, le narrateur, a mis le pied, on va dire, le premier pied dans la Cité sans nom, c'est fini pour lui parce que la curiosité va le pousser à toujours vouloir en savoir plus. Et au final, il va finir par se brûler les yeux parce que ce qu'il va découvrir, il ne peut pas le comprendre entièrement. Ça va remettre en cause toute sa conception du monde et de l'humanité, et il va pas le supporter. Donc effectivement, c'est quelque chose moi que j'ai essayé de mettre en scène avec le narrateur de Survie en Terre Lovecraftienne, qui est donc Yann Arzel, où à travers un jeu de narration fragmentée tout au long de l'ouvrage, on se rend compte que euh, le narrateur a peut-être basculé lui-même dans une forme de folie encore, et, euh, et n'a pas pu s'empêcher en tout cas de découvrir des choses euh, qui, malgré ses bonnes intentions initiales, l'ont poussé à, à produire quelque chose de finalement assez néfaste. Et Maxime, donc tu voulais rebondir sur l'approche de la folie, notamment d'Armel. Oui, oui, enfin, genre sur De la ma folie, folie. mais pareil par la folie d'Armel, oui. Alors, parlez-moi de En ta fait, blague, là. je vous réponds depuis mon sanatorium, hein, je Oui, suis c'est désolé. ça. On est tous, de J'ai toute une façon, on est petite tous en permission d'une camisole. heure. Voilà. On est tous en camisole. Non, mais même par rapport à ce que, enfin, tout ça, oui, c'est clair. En fait, ce qui est très étonnant chez Lovecraft, c'est que tous les gens qui aiment Lovecraft, on pressent cette structure, c'est-à-dire cette plongée, souvent physique vers le souterrain. Bon, il n'y a pas besoin de faire, voilà, c'est de la psychologie de comptoir, mais on n'est pas très très loin quand même d'une sorte de plongée dans l'inconscient. Et comme disait Alain aussi, cette fatalité, ce besoin irrépressible d'avancer, qu'il a très bien rendu d'ailleurs avec son personnage Diane Arzel, parce qu'on sent bien que c'est l'accumulation d'informations et qui finalement le fait rentrer dans une forme le fait descendre
répond à ses propres peurs, à ses propres interrogations, et le fait finalement l'emprisonne, mais il ne peut pas s'empêcher de continuer. Et ce qui est très étonnant, par rapport à la folie, par rapport aussi à ces espaces physiques souterrains, la première nouvelle, alors Lovecraft a écrit très jeune, mais sa première nouvelle voilà, vraiment classique, entre guillemets, dans la lignée un peu de Poe, ça s'appelle la Tombe. La Tombe, c'est l'histoire d'un jeune type qui est fasciné par une crypte, et il est persuadé que dans cette crypte, voilà, qui est persuadé que son ancêtre, enfin qu'il est son ancêtre, ou que à travers le temps, il est voué à redevenir, à réoccuper une place où il est hanté par son ancêtre. Et donc il finit par entrer dans cette crypte et par se mêler, c'est-à-dire qu'il perd la raison. À la fois il va dans un souterrain qui est cette crypte, à la fois il perd la raison parce qu'il perd complètement pied avec la réalité. Lovecraft réutilisera cette idée de l'ancêtre du passé qui hante le présent, notamment dans Charles Dexter Ward, mais c'est vraiment un thème qui énerve un petit peu partout. Et on sent vraiment à peu près, même dans cette toute première nouvelle, quasiment tous ces thèmes-là, c'est-à-dire la folie d'un jeune homme hanté par un passé et par une sorte voilà, d'ancêtre maléfique ou qui veut prendre sa place, une plongée dans les souterrains, et en même temps un caractère inéluctable, c'est-à-dire que le personnage est fasciné, à ce point fasciné par cette crypte et par ça qu'il ne pourra pas s'en échapper. C'est une nouvelle très peu connue, qui n'est pas extraordinaire, Ouais, très bien. mais vraiment, J'aime bien. dès le début, ouais, elle est cool. Et dès le début, on a à peu près tout. Vraiment, c'est 1917. Lovecraft, là, c'est vraiment ses débuts de ses premières nouvelles vraiment finies. Et dès le début, on a quasiment à peu près tous ces petits thèmes-là qui a ensuite, grâce au souffle cosmique et à la science-fiction qui va insérer, il va réussir à étendre ça de manière incroyable. Mais vraiment, dans les thèmes principaux, quasiment tout est là dès le début, quoi. Moi, je peux faire une comparaison qui va peut-être sembler bizarre, mais en fait, moi, je trouve que le mécanisme un peu comme ça de la mise en place de la folie chez Lovecraft, bon, il y a un côté qui est souvent un peu le même, et moi, ça me fait penser à une planche de Gottlieb, en fait. Il y a une planche de Gottlieb dans, je crois, la rubrique à Braque, sur le Bengale. Et donc, il y a toute une description géographique du Bengale, la forêt du Bengale, et puis aussi des allusions au comics le fantôme du Bengale. Mhm. Et puis, il dit que dans la forêt, il y a un temple auquel on accède très très difficilement, que c'est presque impossible d'y arriver, et puis qu'à l'intérieur de ce temple, on monte quelques marches, et puis à l'intérieur, il y a une antichambre, etc. Et qu'à la fin, il y a une statue peut-être d'un lynx, ou je ne sais pas quel félin, et que quand on croise son regard, on devient fou. Oui, c'est vrai. Et à la suite de cette case-là, en fait, la BD devient folle. C'est-à-dire que les cases deviennent molles. Il y a des personnages qui se mettent à marcher à quatre pattes au plafond. Ça devient un truc complètement psychédélique, complètement dingo. Et je trouve qu'il y a un côté effectivement comme ça chez Lovecraft. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le personnage est comme aimanté par quelque chose. Et il se confronte à cette chose-là. Et puis en fait, son entendement peut absolument pas le supporter. Et la narration elle-même devient un peu plus folle. C'est-à-dire que moi je le vois quand j'illustre les textes, souvent au début, je parlais des rats dans les murs, mais c'est pas la seule où au début il y a un cadre qui est tout à fait commun. Et moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est partir d'un cadre qui est un cadre quotidien, un cadre de la vie réelle. Et c'est pour ça qu'à la limite, certaines de ces nouvelles plus oniriques m'intéressent peut-être moins, mais moi j'aime le côté euh, un petit peu qui fait penser aux guides. Il y avait des guides, les guides noirs aux éditions de Chou, qui s'appelait le guide de la France mystérieuse, le guide de la Bretagne mystérieuse, etc., etc. Et donc on part d'un territoire réel qui est tout à fait commun, et puis à un moment donné, on voit quelque chose qui est pas censé être là et qui choque. Et à partir de là, les descriptions deviennent plus angoissantes. On sent, justement dans le festival que j'ai illustré récemment, c'est pour ça que j'y pense. Plus ça va en fait, moins on est dans le village, dans la petite ville qui est Kingsport de Nouvelle-Angleterre, mais on est dans une espèce de procession étouffante où on sent l'étouffement, on sent qu'il est écrasé par des gens encapuchonnés qui ressemblent à des pleurants. Il n'arrive pas à les identifier, puis il se retrouve encore une fois dans des catacombes. Enfin, la description du paysage et de ses impressions devient de plus en plus
invivable. Alors qu'au départ, effectivement, bon, bah, il vient pour des raisons assez quelconques. Il y a toujours ce côté-là, où à un moment donné, et on perçoit quelque chose qui devient insupportable, et, euh, et on le ressent dans le texte. Je veux dire, les descriptions se tournent ensuite réellement sur ce qui est insupportable. Ouais, ça se sent énormément le côté vie quotidienne chamboulée, hein. Le pas de côté qui fait explorer les affres un peu d'un monde un peu mystérieux et occulte, quoi. Et Alain, tu voulais intervenir? Si le personnage principal, si le personnage principal, par exemple, dans Innsmouth, avait eu un peu plus d'argent pour se payer un billet de train, il aurait pas pris ce bus un peu sordide et miteux que les gens préfèrent éviter. Il se serait pas retrouvé à Innsmouth et il y aurait pas eu d'histoire et ça aurait été normal. Il y a toujours une espèce de petit pas de côté comme ça qui mène vers quelque chose d'inacceptable. Alain, tu voulais intervenir? Alors oui, il me semble que c'était pour rebondir sur quelque chose que disait précédemment Maxime, mais ça rejoint un peu tout ce qu'on dit depuis le début sur la folie, c'est vrai au final que sur la folie dans Lovecraft, on peut dire qu'il y en a plusieurs types, effectivement, mais on a parlé de prédation et c'est vrai qu'il y a la folie victime dont a parlé Maxime, c'est-à-dire cette folie où on va avoir vraiment, je pense, un personnage qui est prostré, voire une folie qui va tuer même entre guillemets parce que quand l'un des membres de l'équipage dans l'appel de Cthulhu voit Cthulhu devant lui, j'ai plus les termes exacts en tête, mais c'est un peu la folie qui le tue, c'est-à-dire que c'est tellement impensable que c'est mort sur le coup. Mais c'est vrai qu'on a un autre type de folie qui malgré tout est entre guillemets le fou qui ne se sait pas fou, c'est-à-dire un fou pour lui il est pas fou. C'est sa normalité qui, à nous apparaît comme une folie. Et c'est un peu le cas, effectivement, avec ce dont parlait Maxime et cette notion de prédation. C'est qu'on se retrouve avec des êtres humains, donc qui ont leur conception toute humaine du monde, et qui, plutôt que de sombrer dans cette folie maladive de prostration, entre guillemets, vont se retrouver à s'approprier, en fait, l'inentendable, et vont avoir une conception folle du monde. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on se retrouve avec des sectes, avec des personnes qui refusent la mort. Et ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a pas seulement cette folie prostrée, mais il y a aussi cette folie de reconstruction de quelque chose d'inentendable, où on se retrouve avec des personnages qui, face à l'indifférence cosmique, vont construire quelque chose, là où le propos de Lovecraft, après encore une fois, c'est une interprétation personnelle, mais je pense que certains la partagent, c'est de se dire l'humain est insignifiant, euh, l'humain entre guillemets ne vaut rien, il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de Dieu, tout ce qui arrive n'est même pas dirigé contre l'humain, c'est-à-dire que ces découvertes, ces grands anciens ou les autres créatures, il n'y a pas de malveillance nécessairement à l'égard de l'humain, il n'y a que l'humain qui est malveillant à l'égard de l'humain à travers cette folie créatrice. Et je trouve que ça, c'est très intéressant et ça rejoint pas mal de choses dont on a parlé et dont la prédation, justement. Ouais. Non, c'est vrai que c'est passionnant, notamment ce rapport aussi à l'athéisme Lovecraftien, comment ça c'est que c'est quand même assez génial ce type qui est un athée convaincu, qui a créé pour qui est devenu une forme de panthéon, alors que lui-même n'y voyait pas un panthéon, mais comme tu dis, l'humain n'a aucun intérêt aux yeux de Cthulhu et de ses, enfin, pour même pas parler d'Azathoth et des choses comme ça, c'est que voilà, il y a aucune volonté. Donc Lovecraft en faisant ça, aucune volonté de divine par rapport à nous, et même justement Lovecraft en faisant ça se moque à la fois de la Bible, je pense, et aussi de la religion. De la religion chrétienne généralement, ou des religions du livre en général, qui ont une forme dont le point de mire et le point focal est toujours l'humain, c'est-à-dire que la divinité a créé la terre pour nous, les animaux pour nous, etc. Donc il balaye ça d'un coup de balai, c'est-à-dire que l'intervention de ces créatures de Cthulhu, ce sera l'équivalent déjà elles étaient là des millions, sinon des milliards d'années avant nous, elles le seront encore des milliards d'années après nous. Le temps, d'ailleurs, a-t-il la moindre importance dans cette histoire? Et puis, voilà, ils agissent, leurs agissements sont comme comment dire, des catastrophes naturelles. La couleur tombée du ciel, pour moi, c'est vraiment quelque chose de magnifique à ce point de vue. C'est peut-être une de mes nouvelles préférées, mais, euh, mais parce que voilà, il y a quelque chose d'absolument, c'est inhumain, et il n'y a pas de sens. C'est-à-dire que
truc qui débarque, puis qui s'en va, et qui détruit des choses sur le planète, qui détruit des choses sur une petite section, sur une ferme, une section de la Terre, mais elle détruit les plantes, les humains qu'elle a détruits. La famille Gardner est détruite au même titre que les plantes qui deviennent grisâtres et deviennent poudreuses. Il n'y a aucun sens, il n'y a rien à chercher là-dedans, à part les humains prendre soin. Et finalement, ce qui est paradoxal et ce que dit Alain, ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, il n'y a que les humains qui se font du mal et qu'il n'y a que les humains qui peuvent prendre soin des humains. Et je trouve que la couleur tombée du ciel, paradoxalement, est une des nouvelles les plus humaines et les plus émouvante, je trouve, de Lovecraft pour la description de cette famille qui se décrépit, qui se désintègre au sens propre, et aussi de la façon dont la communauté, notamment le narrateur, vient les voir, les entoure et assiste à leur décrépitude. Je trouve ça fascinant. Et Lovecraft aussi, pour revenir juste sur la divinité, les sectes chez Lovecraft souvent sont représentées notamment dans les alors, je ne parle pas des personnages prédateurs tels que les a évoqués Alain, qui effectivement sont vraiment, ont vraiment quelque chose de fort, c'est-à-dire des humains, mais transformés un petit peu qui ont accepté cette folie et qui ont décidé de l'embrasser. Mais là où je trouve fascinant, c'est les sectes, vraiment, qui sont presque ridicules, c'est-à-dire que faire des bacchanales, faire tout ça, ça ne sert à rien. Ces dieux ne vous écoutent pas. Et je trouve ça vraiment... Enfin, il y a une forme d'humour aussi chez Lovecraft sur laquelle on peut... on pourra peut-être l'aborder, mais il y a une forme d'humour assez profond là-dessus, un humour un peu désespéré, mais assez cynique, notamment par rapport aux religions, et par rapport à ces sectes qui sont imaginées et qui sont devenues maintenant aussi, un peu comme la folie d'ailleurs, une sorte de trope Lovecraftien, finalement assez, qui est évoqué, mais assez moqué chez Lovecraft. Finalement, pour revenir sur ce que tu dis, Maxime, les sectes ou même le Necronomicon ou finalement même ton livre, Alain, Survie en terre Lovecraftienne, c'est simplement donner de la cohérence à ce qui arrive au lecteur ou aux personnages qui sont narrés dans les récits de Lovecraft. C'est au même titre que les religions que nous, dans notre monde réel, c'est donner une explication plausible à ce qui peut se passer, mais le fait de le savoir n'empêchera pas les catastrophes naturelles, de la couleur tombée du ciel ou même la folie engagée par Cthulhu, par l'apparence de Cthulhu. Alors donner de la cohérence, je sais pas, c'est-à-dire pas forcément lui donner de la cohérence au point effectivement d'avoir un panthéon très organisé, comme ont pu chercher à le faire certains continuateurs comme Derlet, mais plutôt se dire que le travail de Lovecraft, ses écrits, c'est finalement quelque chose d'assez cryptique. C'est-à-dire que moi c'est quelque chose que j'aime énormément et c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup des jeux par exemple comme Dark Souls ou autres, c'est se dire que le fond vraiment, ce qu'on pourrait appeler le panthéon, mais c'est un terme assez mal choisi et qui me semble récuser Lovecraft, mais comprendre effectivement, essayer de comprendre dans sa globalité, c'est impossible, il faut partir de ce postulat-là, mais essayer en tout cas de comprendre tout ce qui agrège ensemble les différentes nouvelles, voire romans, c'est très compliqué, mais c'est un tant soit peu possible. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des textes qui nous permettent de comprendre quels sont les liens entre les narrations. Si on prend par exemple les montagnes hallucinées, moi je trouve que c'est à ce moment-là, même si le texte est très scientifique dans ses descriptions ou autres, mais c'est l'un des textes qui permet le mieux de comprendre par exemple ce qu'il s'est passé avant l'humanité. De comprendre ce à quoi a dû faire face Cthulhu, quelles ont pu être les confrontations. Donc c'est ces éléments-là qu'on va retrouver dans différentes nouvelles, qu'on va pouvoir essayer de mettre en corrélation, de voir des liens. C'est parfois très personnel parce que moi j'aime beaucoup dire que le travail de Lovecraft, il permet en fait à chacun, et c'est un ressort de la terreur aussi, d'y mettre quelque chose de personnel. Il y a énormément de trous au final dans cette mise en cohérence que chacun va combler à sa façon. Donc c'est effectivement une tentative de mise en cohérence, mais qui je pense de toute façon sera toujours impossible en prenant uniquement pour base le travail de Lovecraft. C'était pas son but. Le seul moyen d'y parvenir, c'est à travers d'autres créations des continuateurs ou à travers comme je le disais, ses propres créations et sa propre manière de combler les trous qui ont été opérés justement dans tout ça.
Alors tu me permets de faire une transition parfaite. Hop, pardon, vas-y, je t'en prie, Maxime. Ah non, mais pas, on va. Si tu nous interromps pas, de toute façon, on va. Non, bah allez-y. Hein. On divisera en deux. Hein. C'est pas grave. Vas-y, je t'en prie, Maxime. Avec plaisir. Hein, au contraire. Non, parce que je trouve ça fascinant ce côté, c'est par rapport à la continuation. Et vu que je parlais de l'humour avant, je pense qu'il y a de l'humour Lovecraftien parce qu'il y en a. Je pense que il y a un côté humoristique et puis très ludique. Donc, c'est-à-dire que le côté continuation, je pense que Lovecraft, ça lui est arrivé un petit peu par la suite. Bon, la grande étape, c'est l'appel de Cthulhu. On en reparlera peut-être parce que sa carrière se divise quand même, sa carrière littéraire se divise vraiment en deux. L'avant 1926, enfin l'avant l'appel de Cthulhu, l'avant le retour à Providence, en gros. Et puis avant, on a des nouvelles un petit peu à la Poe qui sont pour beaucoup très réussies. Et j'adore vraiment ce qu'il a fait à ce moment-là. Et ensuite, ce qu'on appelle la période des grands textes, c'est-à-dire à partir du moment où il quitte New York, il revient à Providence, et là il se met à écrire. Il commence par l'appel de Cthulhu. Je crois que dans la même année, il écrit l'appel de Cthulhu. Cauchemar in Smooth. Carter, enfin le grand dans le Cauchemar in Smooth, c'est 1927, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Avec Randolph Carter, la quête onirique. Oui, le Kadat. Et donc, oui, la quête onirique, voilà. Ouais, c'est qu'en gros, voilà, il y a en 3-4 ans, tout d'un coup, enfin voilà, c'est une dinguerie. Et aussi, il revient aussi, dès qu'il revient, il écrit Dexter Ward. C'est vrai que c'est vraiment une succession de chefs-d'œuvre qui arrive, vraiment, sa carrière est coupée en deux. Et je pense qu'il y a, à ce moment-là, à partir du moment où il y a l'appel de Cthulhu, il sent qu'il y a quelque chose de très très fort. Et surtout que ça impressionne énormément d'auteurs, c'est-à-dire que les continuateurs de Lovecraft sont même, comme les appelait Alain, sont là assez rapidement, c'est-à-dire que très rapidement, bon, Howard c'est un peu plus tardif, mais rapidement on a des auteurs et lecteurs de Weird Tales qui commencent à jouer avec ça, Lovecraft lui-même ayant fait des petits points, mais pour moi c'est vraiment lié à une forme d'humour, c'est-à-dire que Lovecraft ne prenait absolument pas au sérieux ni son panthéon avec 8 guillemets, hein, comme a bien fait de le préciser Alain. Il appelait lui-même ses nouvelles, alors parce qu'avec un peu de fausse modestie, mais c'est Yog-Sothothery, c'est-à-dire que il en avait rien à foutre de savoir si Cthulhu était le cousin, le frère de Azathoth. Pour lui, ça n'avait aucun sens. C'était simplement des noms, des délires, des choses énormes, surpuissantes qui dépassaient l'entendement et avec lesquelles il pouvait jouer. Et qui voilà, donc il agençait un petit peu là-dessus, et tout d'un coup il s'est dit ah ouais, mais il y a peut-être une cohérence à créer. Et je pense que c'est aussi son goût pour l'urbanisme et son goût pour le terrain qui ont fait. Avant tout, Lovecraft était un fou d'architecture, un fou d'histoire et un fou de son pays, quoi, et puis même des pays en général. Donc il fallait qu'il crée un pays. Ce type-là a passé son temps à créer des choses, à créer des choses les plus formelles possibles. Comme le disait Armel, la plupart du temps, ces nouvelles commencent avec un côté très ancré dans le réel, quelque chose de très précis, ou en tout cas quelque chose de très défini, sauf certaines de ces nouvelles Poe, un peu comme... mais même le festival, par exemple, quand on arrive à Kingsport, il y a une description incroyable, à chaque fois il décrit les villes. Innsmouth, c'est pareil, il décrit la végétation un petit peu avant, il décrit la qualité de l'air. Il y a vraiment une capacité démiurgique, c'est-à-dire vraiment à créer un environnement. Et je pense qu'avant même de se dire plus que les dieux ou plus que... c'est vraiment l'idée de créer un pays. C'est-à-dire que ce type-là était un peu un déraciné aussi dans son enfance. Bon, je ne veux pas forcément revenir à chaque fois sur des détails biographiques, mais c'était une sorte de bourgeoisie un peu déclassée quand même, Lovecraft. Donc déraciné de son enfance, déraciné de son quartier, de sa ville. Et il a voulu créer une forme de ville idéale de la Nouvelle-Orléans, de la Nouvelle-Angleterre, pardon, qui serait à lui. De même qu'il n'a jamais réussi à aller dans une université, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une université, l'université Miskatonic, une des universités les plus célèbres du monde, par quelqu'un qui a été très frustré de jamais aller à l'université. Et enfin, c'était un athée qui a créé des dieux. C'est quand même assez dingue, et je pense que son goût, c'est vraiment un goût du jeu, un goût ludique. Il a vraiment créé avant même de créer pour moi une cohérence historique ou scénaristique avec les personnages, c'est vraiment une unité de lieu qu'il veut créer.
unité de lieu parce que ça le fascine et qu'il adore ça. Il adore ça. Il faut lire ses descriptions. Il a des descriptions de la Nouvelle-Orléans. Excusez-moi, de Québec. Après, il a fait des voyages au Québec. Désolé, pourquoi la Nouvelle-Orléans m'obsède comme ça. Il part au Québec, il fait des descriptions. Son récit est magnifique. C'est un des plus beaux textes Lovecraftiens. Il y a c'est vraiment un récit de voyage, mais il a une capacité à saisir les détails d'un voyage, saisir les détails d'un endroit, qui fait qu'en 2 paragraphes, on s'y croit, quoi. Quand on débute de l'abomination de Dunwich, on se balade dans les campagnes, dans la brousse, on le sent, quoi. On sent vraiment cette Amérique dégénérée. Il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment lié au lieu, et ça, il a créé un terrain de jeu dans lequel on a tous envie d'aller, au final. C'est fascinant, et c'est pour ça que autant de continuateurs et de gens sont venus y jouer avec lui. Et ensuite, par la suite, qu'il a commencé à créer des cohérences, notamment dans ce passage effectivement des montagnes hallucinées, où il donne une forme de chronologie un peu plus vaste de ces entités, quoi. Voilà, pardon. Non, mais avec plaisir. Non, mais effectivement, en plus de ça, pour moi, il a créé en plus de ça un terrain de jeu qui est très ouvert. C'est-à-dire que justement, en quelques lignes, en quelques mots, il arrive à poser une atmosphère plus que une description méthodique. Et moi, je m'en suis d'autant plus rendu compte quand j'ai adapté les rats dans les murs, puisque le texte était plus long. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tellement plus de choses à dessiner dans son texte un petit peu plus long des rats dans les murs que dans, par exemple, Dagon ou La Cité sans nom, qui font que quelques pages, en fait. En seulement quelques pages, il pose vraiment des décors qui sont justement entre l'imaginaire et le réel, extrêmement puissants. Voilà, c'est-à-dire juste la description d'un petit bout de ruine qui sort des sables du désert, et il en parle très bien, et on est déjà dedans. Et donc au moment de faire les rats dans les murs, où j'avais plus de dessins à produire, évidemment, je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'il y avait plus de pages que le terrain de jeu était plus grand, parce qu'en fait il est déjà très grand dès le départ. En quelques mots, il est déjà maximal. Et à chaque fois d'ailleurs, ce terrain de jeu imaginaire, encore une fois, je reviens dessus, hein, mais il vient de quelque chose qu'il connaît, donc il décrit d'autant mieux qu'il le connaît. Effectivement, la Nouvelle-Angleterre pour lui c'est connu. Il sent les choses, c'est senti, c'est habité. Et il s'adresse d'ailleurs à des gens qui peuvent comprendre qu'on parle de la réalité. C'est-à-dire que il y a beaucoup de ces textes, par exemple, qui vont commencer par une allusion, un article dans une gazette. Ah, si les lecteurs de je ne sais quel journal avaient fait attention à cette petite notice en bas de la page 3, le vendredi 24 février, ils auraient su que nanani nanana. Et il y a toujours ce côté-là où on part encore du réel, et c'est d'autant plus fort et senti et étendu que justement on part du réel. On n'a pas besoin de beaucoup pour se sentir déjà plongé dans cet univers-là. Il crée vraiment un monde à partir de la réalité. Tout comme moi, c'est en plus de ça, c'est l'approche que j'ai choisie avec les carnets Lovecraft, c'est évident. Là reposait Cthulhu, parmi ces hordes cachées dans les grandes cavernes boueuses, et émettant enfin, après d'incalculables cycles, les pensées qui rongeaient de peur les êtres les plus sensibles, et appelaient impérativement à leur rite de libération et restauration leurs adeptes. Rien que Johansen ait pu suspecter. Mais Dieu sait qu'il en vit bientôt au-delà du supportable. Je suppose que seul le haut de l'éminence, la hideuse citadelle couronnant le monolithe, où est enterré le grand Cthulhu, émergeait à cet instant du gouffre de l'océan. Que j'essaye d'imaginer ce qui doit exister en dessous, me pousserait immédiatement à la mort. Johansen et ses hommes furent saisis de terreur par la majesté cosmique de cette Babylone ruisselante des anciens démons, et durent deviner sans autre explication que rien de cela n'était censé, ni sur cette terre, ni sur aucune autre planète. Frappés par la taille incroyable des blocs de pierre verte, par la hauteur vertigineuse des grands monolithes sculptés, et par la stupéfiante apparence des statues colossales, et des bas-reliefs tels que ceux de la troublante statuette trouvée dans la cabine de l'Alerte. C'est visible et poignant dans chaque ligne de la description terrifiée du marin.
Vous venez d'écouter un extrait de L'Appel de Cthulhu, et ce sont sur ces derniers mots que l'on va se quitter. Comme l'a dit Maxime, le podcast va être divisé en deux, donc après avoir traité de la folie des personnages de Lovecraft, dans quelques jours, on parlera notamment des créatures du mythe, toujours avec le même trio gagnant. En attendant, n'hésitez pas à voter et à dire ce que vous avez pensé du podcast en commentaire, c'est toujours super pour le référencement, et je vous dis à bientôt. Thank you.